Bien, bonjour à vous tous. Mon nom est Clément Chéroux, je suis le nouveau directeur de la Fondation Henri Cartier-Bresson et je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Merci d'être venus si nombreux. Je suis très heureux de vous accueillir pour une conversation entre Serge Toubiana, qui est le président de la Fondation Henri Cartier-Bresson, et Raymond Depardon, à l'occasion de la sortie de ce livre assez extraordinaire qui s'appelle Entre-temps, qui vient d'être publié par les éditions EXB. Je dois dire personnellement que ça faisait longtemps que j'attendais un livre de Raymond Depardon sur ces entre-images, sur ces images de temps faible ou de temps mort, qui souvent, personnellement, que je conçois comme des anti-instants décisifs. Alors, comme on est ici dans la maison d'Henri Cartier-Bresson, je ne pouvais pas manquer de rappeler ça. Voilà, je suis ravi qu'on puisse accueillir cette conversation. On a à peu près 3/4 d'heure de discussion entre Raymond et Serge. Ensuite, on aura un quart d'heure de questions, si vous voulez poser des questions à l'un ou à l'autre. Et puis ensuite, nous ferons une signature de ce livre juste à côté de la librairie. Voilà, merci d'être avec nous ce soir et bonne conversation. Merci à vous. Merci. Alors Clément, en quelques minutes, a déjà dit tout ce que je voulais dire. C'est-à-dire, effectivement, moi, je voulais qu'on commence un peu la conversation avec Raymond sur le titre de Entre-temps, qui me paraît déjà très fécond. C'est-à-dire, c'est quoi pour un photographe de faire des photos dans un entre-temps? Et effectivement, entre-temps, ça veut dire qu'il y aurait d'autres temps qui seraient des temps plus forts. Entre-temps, c'est un mot qui, dans le langage commun en français, c'est entre-temps, c'est entre deux choses importantes, il y a un entre-temps. Voilà. Or, qu'est-ce que ça veut dire pour un photographe comme toi, Raymond, d'être au travail, d'être en activité en tant que photographe? Qu'est-ce que ton œil fait quand tu es entre-temps? Qu'est-ce qui se passe dans cet entre-temps qui est un temps mort où on peut se reposer, flâner, ne pas être en activité, et pourtant tu es en activité, tu fais des choses. Et bon, après je vais te proposer qu'on décline quelques thèmes. Pour moi, c'est ce livre qui est un livre, tu aurais pu l'appeler Ronde de nuit, c'est vraiment un livre nocturne. C'est un livre de la nuit. Qu'est-ce que fait un photographe la nuit, quoi? Quelle est son activité? Quelle est sa promenade nocturne pour choper, capturer ces temps étranges qui sont effectivement des temps que je pourrais dire d'un mot, qui sont des temps de solitude. Oui. Je commencerai par c'est pas une anecdote, mais c'est une histoire vraie. C'est quand même une anecdote, mais en 1978, je me suis présenté à l'agence Magnum. Et je ne sais pas à quel moment, surtout avec des photos que j'avais commencé à faire depuis 1977, j'avais montré les photos que j'avais faites dans l'île de San Clemente, en Italie, quand j'avais rencontré Franco Basaglia, le psychiatre, et la psychiatrie alternative. Elle n'était pas encore aboutie, mais il y avait des photos, donc j'avais montré ces photos. Et ce meeting était chez moi, dans mon appartement, dans mon atelier. Et je pense qu'ils avaient l'idée, bien sûr, de me faire rentrer directement comme associé. Donc nominé, donc, parce qu'il y a 3 statuts. Il y a nominé, comme on dit, associé, puis membre. Pour rentrer à Magnum, vous avez Pour compris? rentrer à Magnum, c'est une coopérative, voilà. Et je ne sais plus qui. J'avais montré des photos, j'avais été voir quelques photographes, Elliot Erwitt,
Et il y avait des photographes très dynamiques qui étaient autour de moi, des Français, bien sûr, Guy Le Quérec, Gilles Pérez, etc., qui étaient, bien sûr, des militants que je rentre. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne sais plus si c'est Eliott ou quelqu'un d'autre, il m'a dit, mais tu as fait des photos dans ta rue, près de chez toi, dans ta vie quotidienne, tu as fait des photos. Je suis devenu rouge. Merde. Et là, moi, j'étais effectivement le produit parfait du reporter, prêt à partir, voilà, prendre le premier avion à Roissy ou je sais pas où, voilà, pour aller faire la guerre, je sais quelque quoi. Et j'avais pas fait de photos. J'en avais fait quelques-unes, mais j'avais pas confiance en moi. Et je savais que, en fait, c'était quand même Magnum, ça. C'est ça, Magnum. C'est des photos aussi bien à la guerre d'Espagne, bien sûr, mais aussi bien des photos comme ça dans la rue, le quartier Bresson. Voilà. Et je savais très bien que, enfin, depuis longtemps, j'avais bien sûr discuté longuement, on avait tous réfléchi de faire des photos comme ça de ses proches. Et j'avais pris connaissance. Moi, c'est très tard que, c'est quand je suis arrivé à Paris en 58, mais en 59. Je me rappelle, c'était dans l'île Saint-Louis, au café Les Sports. Il y a un ami de Foucheron qui était mon patron un peu. Il m'a dit, tu connais Cartier-Bresson? Je dis, qui? Cartier-Bresson. Donc, c'était très connu déjà. Il faut que tu lises, il faut que tu fasses, etc. C'était en 59. Et donc, c'est vrai que ce fait que je n'avais pas de photos personnelles pour me présenter à Magnum, je n'avais pas amené un dossier, où je n'avais pas fait de photos assez suffisamment intéressantes, je me suis dit, il faut que je me rattrape. Voilà, il faut que je rattrape. Et à partir de ce moment-là, bon, je suis rentré comme associé, bien sûr, et après je suis passé comme membre l'année suivante, mais néanmoins, je suis parti tout de suite à Beyrouth parce qu'on m'a envoyé à Beyrouth, mais néanmoins j'ai commencé à photographier. J'étais très seul à cette époque-là, je le reconnais. D'ailleurs, tout le livre, presque dernière image, c'est la rencontre avec Claudine. On voit bien que là il y a un changement, mais on ne le voit pas, mais on voit Claudine. Voilà, c'est une photo joyeuse. Voilà. Et donc, je n'osais pas faire des photos comme ça, dans les rues, dans le métro, dans un café. J'avais peur. Alors que c'était incroyable. J'avais pas peur à je sais pas où, avec des combattants ou je sais plus quoi, voilà. Et j'avais peur. Et donc j'ai commencé à apprendre, effectivement. J'ai commencé à bien regarder certains photographes que j'aimais bien, notamment Gilles Pérez, par exemple. Et lui aussi, il travaillait beaucoup sur l'Irlande. Guy Le Quérec, il travaillait tous sur la Bretagne. Il n'y avait pas tellement de photographes qui faisaient des photos dans Paris. Et puis avoir son Leica comme ça en bandoulière, est-ce que c'est pas un peu ridicule, tout ça? Et voilà. Bon. Et puis on n'est pas obligé d'avoir un Leica, et on peut faire ça avec n'importe quoi, avec un appareil. Et donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je crois que je me suis dit, il faut faire un effort, il faut travailler, il faut photographier des choses qui sont autour de toi. Et or que c'était étrange, parce qu'en tant que cinéaste, en 78, j'avais fait plusieurs films. Enfin, je m'apprêtais à faire reporter, puisque j'ai fait en 80 reporter. Mais néanmoins, j'avais presque déjà une démarche, quand même déjà de temps faible en cinéaste. J'avais fait San Clément et tout, des choses où je tournais sur des choses où il ne se passait pas grand-chose. Et puis je dis, on verra bien. Puis j'attendais, j'étais patient. Et j'avais déjà viré ma cutie, j'étais déjà plus un reporter, j'étais plus un cinéaste de cinéma, j'étais plus un cinéaste d'actualité, j'étais pas un caméraman du journal télévisé, j'étais quand même quelqu'un qui laissait parler les gens comme ça. Et donc voilà, et donc j'ai commencé à faire ces photos de ma vie, au fond. Parce qu'on voit vraiment, elles n'étaient pas toutes bonnes, bien sûr mauvaises, et puis j'ai appris à éditer les photos, à les choisir,
à pas trop démoraliser quand on les voit, à les choisir dans le mauvais état, de faire des photocopies de mauvais état, les emmener en public. Il y a tout, alors là, il y a une gamme pour choisir, parce que ces photos-là, après, il faut aussi les choisir et les éditer et être assez sûr de soi pour dire elle est bonne. Et c'est pas facile, croyez-moi, parce que vous dites non. Et puis on espère, puis on est toujours un peu déçu. Donc ces moments-là, effectivement, c'est une question de, voilà, il faut rentrer dans un rythme de travail, de regard, je sais pas, il faut prendre l'habitude. Il ne faut pas faire beaucoup de photos. Parce que, aussi, il y a une chose, c'est que quand je suis toujours reporter, mais quand je faisais des photos je sais pas, d'actualité, je fais ça, quoi. Je bouge, je cherche l'angle. Tandis que là, ces photos, elles sont faites avec mon corps. Je ne bouge pas. Parce que quand je suis sur un quai de métro, et puis je vois une photo intéressante à faire, je ne fais pas comme un reporter qui poursuit Brigitte Bardot ou Johnny Hallyday, hein, là, parce que ça, les gens, ils vont bien... Et donc, je reste à ma place. Je soulève tout doucement l'appareil au niveau de mes yeux. Je joue un peu à l'idiot, il y a tout plein de techniques. Hein. Il y a Cartier-Bresson, on en a parlé beaucoup. Lui, il a fait une métaphore qui est assez juste sur l'artillerie. Et l'artillerie, elle se déplace comme ça, et dès qu'elle a tiré, elle dégage. Et c'est vrai qu'il faut dégager souvent quand tu as fait une photo. Mais ça dépend si les gens l'ont vu ou l'ont pas vu. Après, puis il y a effectivement énormément de... Ça dépend où on est, parce que là, par exemple, récemment, j'ai fait, à la demande de Kamel Daoud, j'ai fait un travail sur l'Algérie. Avec Claudine, on est parti en Algérie et à Oran. Et là, il m'a dit, Raymond, écoute, je voyage beaucoup et les gens me disent, mais à quoi ressemble l'Algérie? L'Algérie n'a pas d'image. Ah, puis voilà. Et là, tu me charges d'une responsabilité énorme, quoi. Et bien sûr, c'est impressionnant, Alger, parce que c'est la rue de Rivoli, c'est exactement la même architecture, et tu avances comme ça, et puis les gens, pour faire des photos, c'est 3 fois plus dur qu'à Paris, bien sûr, parce qu'à New York ou qu'à Tokyo. Parce que si tu arrives à en faire... Alors, avec Claudine, on avait pris une méthode qui est adaptée un peu au sud de la France, la Méditerranée, c'est de dire bonjour, parce qu'on vient de la campagne, nous-mêmes, je viens de la province, et je dis bonjour. Alors, avec Claudine, on avançait comme un couple, comme ça, on disait bonjour. Et alors, les gens souriaient, vous êtes des nostalgiques? Sous-entendu, vous êtes des pieds noirs, quoi. Non, non, non. Ah, ben, soyez les bienvenus. Et là, une tierce de seconde, quelquefois, je pouvais faire une photo. La deuxième tierce de seconde, c'était fini. Ils posaient, ou au contraire, ils disaient non, non, pas de photo, pas de photo. Donc j'avais une photo au Leica, l'appareil M7, qui a la prévalence la plus rapide au monde. Dès que tu appuies, elle fait une photo. Alors que le M6, le M3, tout ça sont plus lents. Donc ça, c'était une autre technique. Mais donc, quand on est dans les rues de Paris, faire des photos, alors on peut jouer un peu au touriste, on peut jouer à quelqu'un qui est... Voilà. Mais, et puis aussi, de faire des photos des gens avec qui tu es, ou tu as rendez-vous, que tu aimes bien, et de ce coup, tu vas prendre ton appareil, tu vas le mettre à ton front, comme ça, et ils vont être gênés, parce que c'est un peu agressif, quoi. Et donc, c'est toujours... difficile, il faut aller très vite, et c'est vrai que c'est pas la même vitesse que le reporter, et c'est sans doute la même vitesse que celle d'Henri Cartier-Bresson, quand il parle de vitesse, et de Robert Frank aussi, un autre photographe suisse que nous aimons bien tous, c'est-à-dire un prolongement de ton corps, un prolongement de ta tête, de ton esprit, qui n'est pas... qui fait que l'acte photographique devient un peu transparent, devient naturel. Mais aujourd'hui, bon, toutes ces photos dans ce livre, elles datent toutes d'une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ouais.
Bien sûr, bien sûr. C'est un autre monde. C'est un monde qu'on a oublié, qu'on a perdu. Enfin, nous, on est assez vieux pour s'en souvenir. Mais aujourd'hui, si tu faisais des photos comme ça, aujourd'hui, tu aurais toujours dans le champ quelqu'un qui est en train de prendre une photo avec son iPhone. Sûrement. Oui, peut-être. Parce que tout le monde. C'est vrai que j'allais plus vite que lui. Non, mais tu vois, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui fait une photo de quelqu'un d'autre dans le champ visuel de tous les jours, ou dans le métro, ou dans la rue. Alors que là, c'est émouvant aussi pour nous, pour vous, j'espère aussi, de se dire, c'est que c'est un monde qu'on a connu, mais qui est un monde où les gens sont des individus à part entière, des corps indépendants et reconnaissables ou pas. D'ailleurs, la plupart des gens ne les reconnaissent pas. Il y a quelques figures connues. Il y a une chose qui m'a beaucoup touché dans ce choix de photos que tu as fait, c'est quand même la présence du cinéma. Quoi. Le cinéma est là. Quoi. Et pas n'importe quel cinéma. Bien sûr. Pas n'importe quel cinéma. Un cinéma, d'abord en noir et blanc, il n'y en a pas tant que ça dans les années 70-80. Moi, j'ai décidé, ou j'ai pensé que c'était Wenders, la figure tutélaire qui rôde là. Il y a une photo d'une femme avec un dos, un pull en V. J'ai pensé à une héroïne de Wenders. J'ai pensé à, comment elle s'appelle, Nastasia Kinski, de dos, parce qu'elle est blonde. Mais c'est une projection, c'est moi qui invente ou c'est toi qui... Je sais. Mais j'y ai pensé à ce monde-là, cet univers-là qu'on a beaucoup aimé. Alice dans les villes, ces films noirs et blancs, un peu. Et à l'époque, la thématique, c'était effectivement la ville, la solitude, l'errance, tout ça, les rencontres un peu hasardeuses dans des bistrots, dans des roulottes un peu de nourriture. C'est cet univers-là que tu recrées avec ton regard à toi. Quoi. Mais c'est pas par hasard, parce que avant de connaître Claudine, au tout début que j'ai fait ces films, là, dans les années 70-80, j'ai rencontré Claudine en 86, donc avant 86, et il y a des photos là, des années 80, 75-80, enfin 78-80. J'étais dans la même maison de production et de distribution que Vim, avec Pascal Dauman, c'était une toute petite maison de distribution. Paris Film. Paris Film, voilà, rue Vignon, près de la Madeleine. Et donc je croisais bien sûr Vim qui venait sortir ses films, voilà, des premiers films en noir et blanc. Il sortait au Saint-André-des-Arts, c'était un peu cette époque-là. Et des films, les miens aussi sortaient au Saint-André-des-Arts et restaient très longtemps comme ça. C'était l'idée du... Je sais que Reporter, il est resté 7 ou 8 mois comme ça, une seule salle de cinéma, quoi. La Salamandre, la mythologie de Saint-André-des-Arts, c'est qu'il avait gardé la Salamandre, le film d'Alain Tanner, pendant presque un an, et ça avait été un succès colossal. Une salle, énorme succès. La Salamandre, très beau film. Oui, absolument. Et donc effectivement, le noir et blanc, Robin Muller, enfin, moi j'avais appris comme ça qui a fait la photo, c'était bien sûr. Et Vim aussi, qui parlait très bien français, je l'avais croisé comme ça, bien sûr. Et puis, c'était aussi, à un moment donné, ça a été aussi la chute du mur, bien sûr, quand il est reparti à Berlin, refaire un nouveau film, bien sûr. Et donc, toute cette période-là, Alice et puis l'autre, là, je cherche le nom de l'autre. Au fil du temps. Au fil du temps, voilà. Au fil du temps, voilà. M'ont beaucoup impressionné. Puis il y avait effectivement aussi, bien sûr, alors si on continue là-dedans, les films tchèques, bien sûr, les premiers films tchèques, les Forman, etc., et le noir et blanc. Et moi j'avais, quand j'ai fait Saint-Clément, que c'est moi qui l'ai produit au départ, j'ai acheté des films noir et blanc, on m'avait donné 5 000 €, enfin 5 000 francs, pardon, 5 000 francs, et puis avec les 5 000 francs, j'ai acheté des films noir et blanc, j'ai commencé Saint-Clément comme ça. Voilà, en noir et blanc, Trix, 16 mm, voilà. Donc c'est vrai que c'est à partir de quand même, quand le film sur Giscard, non, on s'est dit non, ça il faut le faire en couleur. C'est un film politique, là, il faut le faire en couleur. Le personnage est trop exotique pour le faire en noir et blanc. Ça serait, je pense qu'on a eu raison de le faire en couleur. Mais je veux dire, il y avait des films comme ça, effectivement, que j'avais fait un peu en noir et blanc. Et la prolongation effectivement, du noir et blanc et de la couleur, parce qu'il y avait une énorme différence de prix, de coût de revient quand même à cette époque-là. Parce que
Maintenant, ça ne serait peut-être pas le cas, parce que maintenant, c'est presque aussi cher de faire en noir et blanc que de la couleur, bien sûr. Et puis, je ne sais même pas si encore il existe des films en noir et blanc. Si, Il y en a peut-être, quelques-uns, je crois que oui, dans les pays de l'Est, un peu. Oui, ça pose des problèmes pour la diffusion, quoi, parce que Oui, les chaînes de télévision n'en veulent pas. Quoi. Et là, c'est vrai que. Et moi, j'ai appris aussi, en changeant d'agence, bien sûr. C'était ma 3e agence. La première agence a été une agence d'Almas, où j'ai été salarié, où j'ai fait tous les premiers reportages, avec des reporters qui étaient complètement différents de ce qu'ils sont maintenant. C'était des gens assez durs, vraiment, voilà, et capables de tout faire. Et puis en plus, après, j'ai monté avec 2-3 photographes, dont Gilles Caron, on a monté Gamma, une coopérative, un peu basée sur l'esprit de Magnum, mais française. Et puis en 70, Gilles a disparu, et puis l'agence est obligée de produire sans arrêt beaucoup de choses d'actualité pour pouvoir vendre, pour pouvoir vivre. Et elle nous échappait un peu, quoi. Voilà. Je suis rentré à Magnum, donc j'ai un peu, voilà, j'ai commencé, on m'a dit, mais c'est qui ton tireur? Et c'est qui est-ce qui te développe tes films? Et puis aussi, il y avait une chose, c'est qu'il faut savoir que avant cette période-là, je ne faisais pas de photos personnelles sur un film parce qu'on avait tendance à se moquer de toi. Dès que tu faisais quelques photos comme ça, tu te prends pour Cartier-Bresson. Tu vois, parce que c'est pas toi qui choisissais les photos. Les planches contact allaient directement chez le rédacteur en chef. C'était un service comme ça, chez Dalmas ou chez Gamma, même chez Gamma. Et donc, si tu commençais à faire des photos personnelles de ta petite amie ou je ne sais pas quoi, voilà, toute l'agence le savait, etc. Et on se moquait de toi parce qu'on disait, mais alors, ça y est, tu commences à... Oh là là, c'est dangereux, tu deviens dangereux, tu deviens difficile parce que tu te prends pour un photographe artiste et tout. Et donc, tu faisais pas de photos. Et si tu veux, ou alors tu faisais un film à part, tu le rembobinais, puis tu le faisais à part. Ça. Mais je sais, moi, à cette époque-là, comme ça, je faisais très attention à ne pas faire de photos comme ça, même à un coucher de soleil. Même voilà, une belle lumière. Donc tu faisais rien, tu restais tout ça. Et quand ou alors il fallait faire un film à Paris. Quand je vois mes planches contact de cette période, il n'y a rien et j'aimerais bien avoir quelque chose. Je me dis, mais pourquoi j'ai pas fait quelques photos comme ça, des à côté ou entre-temps, je sais pas quoi. Mais là, non, entre-temps, il n'existait pas. Et c'est vrai qu'il y a quelques photos perso comme ça, des parents, mais très très rares. J'allais voir le gars qui développait chez Dalmas, chez Gamma. Je lui disais, tu peux me développer ça en douce. Je lui donnais 3 films comme ça. Ouais, je lui donnais un pourboire, ou je lui payais à manger le repas le soir. Il me développait mes films. Mais c'était vraiment comme ça, parce que sinon, ça allait direct chez Enroth ou le rédacteur en chef, qui dirait qu'est-ce que c'est ça, etc. Même les photos, quand tu rends compte que mes parents étaient encore vivants à cette époque-là, ils vivaient dans une ferme avec une toile cirée magnifique, tout. Ça aurait été un sujet formidable, même pour une agence, mais pour la diffusion. Mais c'était pas question de faire une diffusion de ces photos-là, de cette France-là, quoi. C'est fou. Alors que c'était notre propre agence, Gamma, c'était notre propre agence. Mais on ne pouvait pas imaginer que ces photos auraient une valeur. Voilà. Moi, je sais qu'il est arrivé en 70 un grand angle. Leica a fait fabriquer par Schneider un 21 mm exceptionnel. Il y a Philippe John Griffith, il a fini la guerre du Vietnam avec, Maculine, pas Gilles Caron, parce que Gilles, il était Nikon. Il avait le 28, il n'était pas Leica. Et ce 28, si tu tenais droit, si tu ne penchais pas, il n'y avait pas trop de fuite. Il était incroyable. Et surtout, quand tu es dans une voiture, une DS avec Mitterrand ou Giscard d'Estaing, il est parfait. Impeccable, tu vois, il fait presque le niveau, il faut faire la bulle, toi tout seul, il ne faut pas le pencher. Et ça a été, voilà, c'était des photos comme ça. Et moi, je sais que j'ai fait une photo de mon père au moment de l'affaire Claus. Quand je suis parti comme ça, à un moment donné, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais à partir comme ça? Qu'est-ce que tu trouves à ces Toulouse là-bas? Pourquoi tu repars encore? Et j'ai été pris de court. Après, plus tard, j'ai répondu à mon père sans arrêt, pour lui dire, mais tu sais, c'est des éleveurs comme toi, c'est des paysans comme toi, tu sais.
Ils sont là parce qu'on les embête. Et je pense que tu pourrais les comprendre très bien. Et j'avais pas pu répondre, j'avais pas su répondre. Mais j'avais fait cette photo au 21 mm de mon père comme ça. Et quand je suis revenu, il n'était plus là. J'avais cette photo encore de lui. Voilà. Et donc c'est vrai que donc ça m'arrivait à faire quelques photos un petit peu perso comme ça, mais pas systématique pour en faire un livre ou pour en faire un travail. Donc c'est beaucoup plus tard, en rencontrant Claudine, que j'ai commencé à faire aussi des photos de famille. Ça aussi, là. Alors pour les photos de famille, c'est une petite anecdote encore. Je connaissais déjà Martin Parr, même en 80. Il était déjà là. Il était en noir et blanc d'ailleurs. Il faut savoir. Il est rentré à Magnum plus tard. Et j'avais été surpris par ses cadres, en noir et blanc, avant qu'il fasse de la couleur. Et il avait comme moi, il avait acheté à Hong Kong, quelque part, un Probel. Ce fameux appareil allemand, fait par des Japonais, qui avait mis un 55 Nikon. 55, tout le monde sait un peu ce que c'est un 55, c'est un petit télé quand même, c'est un 55, c'est un 50 quoi. Mais sur un 6.7, ça devenait un 28. Et bon, oui, d'accord, ok. Et pourquoi? Et ça ne défend pas. Si vous regardez, là, il a fait du numérique un peu, là, mais il doit y en avoir quelques-unes qui traînent avec son Probel, là, tout ça, son Probel. Et donc, moi, j'avais dit, je ne sais pas, j'avais dit à Claudine, quand Charles-Antoine est né, en 78, 79, j'ai dit, je vais faire toutes les photos de famille avec ça. Et j'espère bien faire un livre, d'ailleurs, parce qu'elles sont magnifiques. Elles n'ont rien à voir avec Martin Parr, mais elles sont magnifiques parce que c'est toujours fait aux 50 et c'est jamais déformé. Voilà. Donc, c'est vrai que, à cause d'Henri, peut-être, mon parent Henri, qui nous a laissé un héritage, on a envie de faire des photos 50 mm dans la rue à Paris, comme ça, et d'avoir un 50 et de faire Claudine, de faire quelqu'un qui est sur le bord du métro. Là, moi, l'autre jour, j'ai vu ça, elle lit, une jeune fille qui lit, une belle lumière, quelqu'un qui court dans la rue, une photo comme ça. Et il faudrait pas... Et donc, c'est vrai, pendant ces années-là, en me disant, je rentre à Magnum, il faut que tu fasses des photos à la Cartier-Bresson. Et tu les réussisses, et qu'ils soient bonnes, et que tu puisses un jour lui montrer. Parce qu'il était vivant, bien sûr. Et en fait, il en foutait complètement. Mais moi, il avait été séduit parce que il m'avait pris connaissance de moi quand j'avais été au Chili. Je lui avais donné un petit livre que j'avais fait des Allende en 71, et avec les photos de Burnett, on avait fait un petit livre avec ces photos de Pinochet de 73, et je lui avais donné un petit livre très militant, un hors-série d'un journal. Il m'avait écrit une lettre formidable sur l'engagement, sur le Chili, sur continue Raymond, formidable. Enfin, il faut faire vraiment, il faut se battre pour, bien sûr, parce que c'était un livre très militant comme ça, très. Donc il avait plutôt cette image de moi, un peu comme ça, du baroudeur, du reporter engagé. Et effectivement, je ne lui montrais pas, je n'osais pas lui montrer mes photos que je faisais dans le métro sur la ligne B ou comme ça. Voilà. Mais je reviens au livre, et au choix des photos du livre. Je me suis dit, mais bon, c'est pas, tu n'es pas dans la position justement de Cartier-Bresson, de l'instant décisif. Tu n'es pas non plus dans une posture de guetteur d'image, celui qui guette ce qu'il va prendre, ce qu'il va choisir et lire. Tu es plutôt dans une position, moi c'est ce que je me suis dit, du veilleur de nuit, quoi. Une sorte de veilleur de nuit qui ramasse un peu tous ceux qui, dans la nuit, sont dans des bistrots, seuls, des ombres, des fantômes, ou des plans sans êtres humains. D'ailleurs, il y a ce plan où il y a deux personnes qui parlent devant la grande porte de la cinémathèque du Trocadéro. Je ne sais pas qui c'est. Il y a quelque chose du veilleur de nuit. Celui qui... Et donc, veilleur de nuit, ça veut dire que c'est un temps spécifique. Pendant que tout le monde dort, il y en a un qui ne dort pas.
c'est toi, et qui chope un peu les naufragés de la nuit, quoi. Je sais pas comment. Oui, mais c'est d'ailleurs incroyable que j'ai fait des photos. Je vois par exemple cette photo des deux personnes qui discutent et qui papotent devant la cinémathèque de Chaillot, là. On en parle avec Claudine souvent parce que elle l'agace, Claudine, cette photo, mais elle n'empêche que voilà, elle existe. Et comment j'ai fait cette photo quand on connaît le jardin du Trocadéro, il est assez sombre, pas particulièrement extraordinaire, cette porte un peu qui donne dans le jardin, là, qui descend, très mastoc, très un peu impressionnante, l'architecture du Trocadéro. Et puis deux personnes qui papotent, on a tous été dans une situation comme ça, de sortir d'un film, d'en repartir à un autre, et puis de papoter avec quelqu'un avec qui on a envie de parler cinéma. Et c'est vrai que comment ça se fait? Est-ce que j'arrivais? Est-ce que je partais? J'ai fait cette photo comme ça, avec une pose lente, avec un filtre X, un peu peut-être pas trop poussé, parce que non, il fallait quand même, on restait aristocrate, faire des temps de pause, quart de seconde, 8e et 16e, 15e de seconde. Et c'est vrai que j'ai fait des photos assez... J'étais confus de faire ces photos, là, à ce moment-là. Alors c'est vrai qu'aussi, j'étais seul, ça c'est vrai, parce que peut-être que j'aurais été avec quelqu'un, j'aurais peut-être pas fait ces photos, j'aurais accompagné, j'aurais papoté, j'aurais discuté. J'étais seul, je recherchais peut-être... Il y a peut-être aussi chez moi le fait d'une certaine frustration du cinéaste, parce que j'aurais bien voulu faire un film sur Paris. J'en ai fait un d'ailleurs. Mais il y avait quelque chose peut-être quelque part de faire un film, voilà, de cadrer. Il y a un côté de ces photos qui sont des cadres, ce sont des plans, qui ne sont pas forcément des photos. C'est pour ça que tu dis, c'est pas effectivement des plans à la Magnum, à la Cartier-Bresson, ou même à d'autres photographes de Magnum, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas un enjeu de moment, ça pourrait être très bien une seconde après ou une seconde avant, une tierce seconde avant ou après. Au fond, c'est pas ça qui est important, c'est le fait que... C'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais très impressionné par Robert Frank. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'était un... Effectivement, peut-être qu'il y avait eu l'Amérique de Frank, comme ça, qui nous avait beaucoup plu aussi. Peut-être qu'il y avait moins de vedettariat sur Franck que sur Henri Cartier-Bresson à cette époque-là en France, comme ça. Mais bon, voilà, j'ai trouvé que moi j'avais rencontré aussi Robert Frank un peu aux États-Unis, une fois comme ça, parce qu'il était aussi cinéaste. Henri aussi était cinéaste. Tout ça, c'est effectivement, il y a des photographes qui ont un point faible pour moi. Il y a Walter Evans, Henri, qui a fait des films, et puis Robert Frank. Il y a quelques photographes cinéastes qui ont fait des films qui sont toujours des ovnis, et puis il y en a d'autres, hein, bien sûr. William Klein, bien sûr. Il y en a quelques-uns comme ça, et donc c'est toujours très touchant, je ne sais pas. Et donc c'est vrai que peut-être dans mes plans, là, quand tu dis de nuit, il y a ça aussi. Il y a aussi un facteur, c'est que moi quand je suis arrivé à Magnum, on m'a dit c'est quoi ton labo? C'est quoi ton tireur et c'est quoi ton développeur? Moi j'en ai. Donc on m'a envoyé chez Picto. Et puis il y a quelqu'un, il m'a dit mais tu devrais aller voir Imaginoire. C'est des gens, tu t'entendrais bien avec eux. Donc j'ai été voir Imaginoire. Et puis j'ai rencontré un tireur là, comme ça, qui venait du Jura. On a parlé un peu, Patrick Toussaint. Et il a tiré mes photos. C'est lui qui a tiré, c'est lui qui tire toujours mes photos. C'est un Jurassien. Et puis, il développait bien aussi là-bas. C'est une école assez qui était un peu... L'oncle, par exemple, de Patrick Toussaint, c'était le tireur de Jean Loussieff. Et donc, Jean Loussieff, dans le milieu de la photo, c'était des tirages déjà beaucoup plus denses. Autant Henri demandait des tirages gris, uniformes, pas de contraste. Parce qu'il ne voulait pas de côté manichéen, pas de bon, pas de méchant, donc très trix, très américain comme ça. La trix américaine, parce que l'eau américaine n'est pas calcaire, et donc elle est meilleure que l'eau française, et donc la trix ne réagit pas de la même manière, il n'y a pas de grain, et donc ils sont un peu, tu sais, on le voit bien dans les films maintenant
américains, ou même des films de Wim Wenders qui font aux États-Unis, c'est très très clean, quoi. Et donc c'est vrai que les Américains ont fait une image plus clean en noir et blanc, et donc Cartier-Bresson était plus clean, et que effectivement Jean Loussiel faisait des contrastes. Et moi c'est vrai que quand je donne une photo, comme il n'est pas très loin de Villefranche-sur-Saône, donc voilà, et je donne une photo à Patrick Toussaint, et il est reparti là-bas dans sa montagne maintenant, et il vient les chercher, et il les renvoie et tout, c'est dense. C'est dense. Ces photos ont été tirées par Patrick Toussaint et sont denses. Et à la fois, je suis d'accord pour dire que Paris est une ville difficile, pas très hospitalière de cette époque-là. Je ne la dirais pas d'aujourd'hui. Je vois Paris complètement différent maintenant parce que je suis papa, parce que je suis marié, parce que je suis autre chose, parce que peut-être... Mais cette époque-là, de 16 ans à 30 ans, j'en ai bavé. J'en ai bavé parce que, comme tout le monde a bavé, parce que c'est pas facile de se faire inviter chez des gens. Parce que Paris, voilà, c'est 9h du soir, et puis voilà, c'est dur, quoi. C'est une ville dure. Moi, j'ai pas ce sentiment parce que la période où tu prends ces photos, c'est la période où on allait à la coupole, oui, à la closerie d'Elisa, on traînait la nuit. On était seuls, je parle de moi là, et je pense que c'est pareil pour toi. C'est-à-dire que la solitude, la notion de solitude a évolué. La solitude d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la solitude de cette période. Il y a eu des solitudes. Moi, je pense que le grand thème de ce livre, c'est la solitude. C'est ta solitude projetée sur les solitaires que tu photographies, mais qui te renvoie à toi-même. Il y a un effet miroir qui est très, très émouvant dans ce livre. Vraiment, la solitude, elle est dans les deux sens. Quoi. Bien sûr. Il faut couper la tête de quelqu'un, il faut quand même être fait. Voilà, ils sont seuls au monde. Mais ils s'aiment. Voilà. Mais moi, je ne suis pas d'accord, parce qu'à l'époque, tu pouvais aller dans un bar le soir tout seul, ou au Select, et des lieux très particuliers, parisiens, Montparnasse en gros, où tu étais sûr de rencontrer quelqu'un. Soit tu faisais la connaissance avec quelqu'un. Balzar ou des choses comme ça. Balzar, on allait au Balzar. Soit je vais être trivial, soit tu chopais quelqu'un, une femme, pourquoi pas. Parce qu'il y avait, la solitude était dans les deux sexes, les gens étaient seuls, quoi. Et on savait, voilà, pour moi c'est une image très... On a vécu ça, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais aujourd'hui, la solitude, parce que même des gens seuls, ils sont toujours avec un portable, donc ils sont toujours en connexion avec quelqu'un d'autre, quoi. La vraie solitude, c'est quoi, eux aussi ils sont seuls. Hein. Ils regardent dans la même direction, donc ils s'aiment encore, mais moins qu'avant, peut-être. Mais c'est vrai que moi, je pense que ton grand sujet, c'est la solitude. Oui, mais c'est vrai. Avant Claudine. Donc, oui, c'est vrai que... avant Jésus-Christ. D'ailleurs, la dernière photo, Claudine, avant Claudine, j'étais seul. J'ai eu, comme tout le monde aussi, voilà, des rencontres. Mais c'est vrai que j'étais seul, et peut-être que... Je sais pas, peut-être que j'entretenais ça, peut-être que j'aimais bien ça, peut-être que je forçais ça, peut-être que je sais pas. C'est un sujet aussi, c'est un sujet. Oui, c'est un sujet, et que j'ai porté très longtemps une chose qui est encore aujourd'hui, le fait de mes origines, la ruralité, parce que bien sûr, on m'a... Marguerite Duras. Oui, voilà, bien sûr, oui. Mais c'est par exemple, une photo comme ça, elle est faite depuis une voiture, par la fenêtre, avec ma Volkswagen, là, comme ça, et il faut être un peu... le point n'est pas fait, quoi. Mais voilà, on en marre, bien sûr. Mais c'est vrai que je dois reconnaître, et c'est vrai que les photos que je fais aujourd'hui ne sont plus voilà, plus du tout pareilles. Et puis les autres photos, l'autre jeu que j'avais aussi un peu préparé, qui est un jeu que j'appelle Extrême Hôtel, qui sont faits toujours dans des lieux à l'étranger, où j'étais à l'hôtel, voilà, et que j'ai fait un peu en dehors de l'actualité. C'est plus exotique, c'est plus pittoresque, ça n'a rien à voir avec... C'est moins seul d'ailleurs, c'est moins de solitude, parce que effectivement, à Calcutta, je n'ai pas la même solitude que... Parce qu'il y a la foule. Il y a la multitude, tu es obligé de te
jauger toi-même à l'aune de la foule qui est là. Mais ça, cette solitude m'apparaît un tout petit peu aujourd'hui, mais je l'assume, hein, un petit peu exhibitionniste. Voilà. Mais après tout, pourquoi pas? C'est-à-dire, voilà, j'en joue un peu là. Et c'est vrai que de revoir les photos, de faire tirer des petits tirages de lecture, de faire des photocopies, voilà. Vraiment, sinon, c'est pas gai cette photo. Et il y a quelque chose, effectivement, à faire valoir, quoi. Mais à la fois, quand je regarde un peu autour de moi, les photographes de ma génération, ou ceux qui sont plus jeunes, de la génération qui arrive un peu après moi, dans la Magnum et tout ça, ou des photographes plus parisiens, comme Gilles Pérez, par exemple, ou plus provinciaux, comme le Guéret, ils n'ont pas ces trucs comme ça. Et c'est très étrange parce que ils ont vécu pourtant aussi très longtemps à Paris. Et ils ont... voilà, ils n'ont pas la même chose que moi. Je ne sais pas, peut-être que c'est mes origines rurales que j'ai eu à vaincre et à surmonter. On m'a dit, ah oui, tu parles mal, tu parles comme un paysan, comme je m'habillais, comment j'avais une chemise comme ça. Dans les premières agences, on se moquait un peu de moi, bien sûr. Et puis, voilà, dans ma façon de parler. Et puis, voilà, puis les gens le savaient, voilà. Et après, ben, ma Magnum... Mais tu en as fait une force. J'en ai fait une force, oui. Et tu sais, il y a un très beau texte qui s'appelle Le paysan de Paris, d'un très grand poète français qui s'appelle Aragon. Le paysan de Paris, ça veut dire beaucoup de choses. On est peut-être tous un peu paysans, et je trouve que c'est une position très intéressante d'être un peu paysan, parce que de toute façon, ce qui te définit, comme tous les grands photographes, c'est d'être un peu décalé des autres. On a fait une expérience magnifique ensemble il y a 40 ans, avec Raymond, et on était aux États-Unis. À l'époque, je dirigeais les cahiers du cinéma, depuis d'ailleurs Jean-Marc, on part aux États-Unis faire un numéro spécial des cahiers du cinéma. Et on s'est retrouvés avec Raymond, avec Serge Le Perron et Olivia Sayas. On est parti à Los Angeles et on est resté 3 semaines, je crois, dans un motel qui était génial, le Tropicana. Et j'ai vu Raymond travailler avec nous. Je l'avais embarqué, il avait dit oui, il était partant pour l'aventure. On avait fait un numéro spécial, on en a fait même 2, tellement on avait de matière. On a rencontré tout le cinéma américain. Et en même temps, Serge Danet était à New York avec notre équipe, donc on a couvert toute l'Amérique. Et j'ai vu, on était ensemble, mais quand on était ensemble, toi, tu avais l'instinct de te décaler de nous pour faire, parce que c'est comme le monsieur là, tu faisais des photos que nous, on n'aurait pas pu faire. C'est-à-dire que toi, tu as besoin, instinctivement, alors là, vraiment, comme un chasseur d'images, tu as besoin de trouver ton angle par rapport au réel. On était chez Coppola, en train de faire un entretien, on a vu tout Hollywood, quoi. Et ben Raymond était avec nous, et à chaque fois, il trouvait l'angle. Et qu'est-ce qu'il avait fait, par exemple? Nous, on voit Coppola, lui, il photographie la déesse de Coppola, seule dans le parking de je ne sais pas quel studio. Donc il y avait toujours ce souci de ne pas être comme nous, enfin, d'être un photographe. Nous, on n'est pas photographe, voilà, on n'a pas le même œil. Et c'est un souvenir merveilleux. Oui, mais c'est vrai que c'est une période américaine. Alors pourquoi? Parce que les États-Unis, effectivement, ils ont parlé des photographes. Aussi, c'est un grand pays paysan. Les États-Unis, hein, bon, la campagne, c'est grand, hein. C'est vaste et tout. Et au fond, finalement, surtout par les photographes au départ, qui ont photographié la ruralité. D'ailleurs, ce mot vient d'eux, presque, or qu'il est en français aussi. Et c'est vrai qu'ils ont osé, et quand même Strand est venu photographier à Paris pour la France de profil, qui reste, il est venu à quelques kilomètres de la ferme du Garret, à 7 kilomètres il est venu, à Montberne, où là j'ai des cousins qui tiennent un restaurant, et il a photographié la devanture. Voilà. Et je me suis dit, mince, j'avais 7-8 ans, j'aurais pu le croiser avec sa chambre. Voilà. Et donc c'est vrai que quand je me suis marié avec Claudine, Cojol m'a offert ce livre, La France de profil, une édition rare un peu. Et Strand m'a troublé, parce que je me suis dit, voilà, un Américain, plus il est américain, vraiment dans toute son âme,
Strand. Et il avait fait des films aussi. Et il a travaillé sur le Sud, comme Walker Evans. Et donc, c'est attaqué au Sud, donc je me dois de travailler aussi sur ça. Bon, voilà. Et c'est vrai que j'ai mis du temps, mais par exemple, un jour, Pledge m'a dit qu'il faudrait aller au Chili, en 71. J'étais au Chili. Et c'est le projet d'un livre qu'on a exposé le prochain, là. Et je me suis senti heureux. Il y avait des paysans partout au Chili, sur les routes, tout ça, avec des bœufs, même. Comme à la ferme du Carré, au début, quand j'étais petit, il y avait des bœufs. Et je faisais des photos, et j'entendais les gens. C'est un peu comme en Afrique aussi. C'est assez... Là, je lui donne une petite clé qui est peut-être pas toujours flatteuse, mais elle est importante. Les gens, ils gueulent quand tu fais des photos. Oui. En Afrique, et au Chili aussi. Mais comme je ne parle pas espagnol, puisque je ne parle pas peul, ni Toubou, ni Tédane, j'entends plus rien. Et je me dis, cause toujours mon lapin. Moi, je me dis, cause toujours mon lapin. Je sais que tu souffres. Je sais que vous souffrez dans votre position de paysan. Les mecs qui sont pieds nus à marcher sur les routes en Éthiopie ou au Chili, quoi. Et je sais. Et malgré qu'il me dit, le gars, il n'est pas très content que je le photographie, ça ne m'empêche pas de le faire. Parce que je me suis plus motivé que ça pour faire une photo. Je sais que je dois. Et là, j'entends presque Henri me dire, allez, vas-y, continue, Raymond. Tu vois, fais tes paysans. Et donc, puis il se calme, puis il sourit, moi je souris, puis voilà, ça se passe bien, ça se termine très bien. Mais j'ai fait 3-4 photos quand même. Parce que, et c'est vrai que je peux imaginer des amis à moi, plus urbains, ils n'oseraient pas faire ça. Moi, je ne sais pas. Oui, voilà. Ils ont été photographes, même que je peux citer, ils n'oseraient pas faire ça parce qu'ils diraient, j'ai pas envie de me faire engueuler par un paysan sur les routes du Chili, quoi. Tu vois, donc il n'insisterait pas, ou il ferait une photo très rapide, et puis. Est-ce que moi, je m'approche des fois, j'en fais plusieurs. Il y a une photo, par exemple, du Chili, là, il y a un garçon avec son aiguillon, et puis qui marche derrière les bœufs. Je me suis mis, j'ai fait 10 photos, quoi. Et voilà, parce que je me suis dit, c'est moi ça. C'est moi ça. C'est ton double. C'est mon double. Il est... Oui, là. Il s'est retourné vers moi, d'ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, Raymond, c'est plus... Bon, admettons, Paris, la nuit ou le jour, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui Tu as dit que non, mais moi, j'insiste. Est-ce que c'est plus difficile de prendre des gens en photo, sachant que, bon, maintenant, il y a le droit à l'image est quand même quelque chose d'extrêmement reconnu et qui s'impose à nous. Est-ce que tu penses que c'est encore possible de choper des gens comme ça anonymes, sans leur autorisation, sans leur faire de mal, de tort, etc. Ouais. Je ne sais pas, je me dis une question. Alors, il y a eu une période dans les années vers l'an 2000 qui a été très dure. Parce que les cours d'assises et les cours de la cour correctionnelle, les cours ont renforcé le droit. Et puis ils ont fait marche arrière. Parce qu'il y a quand même un petit peu des gens comme Roger Pic qui étaient encore vivants, des autres, ont commencé à dire quand même, moi je me rappelle, je dis, mais attendez, c'est un lieu public. On peut faire des photos dans un lieu public. Et puis si on ne peut plus faire des photos dans un lieu public, ça veut dire quelque chose. Alors il y a le droit à l'image, bien sûr, mais quand même, si on est respectueux d'une certaine distance, et s'il y a un certain nombre de personnes sur la photo, le droit à l'image, il s'annule un peu parce qu'on n'est pas tout à fait tous reconnaissables, puis c'est impossible. Donc il y a eu un certain nombre de choses comme ça, et qui ont fait que la Cour de cassation a fait marche arrière, et est arrivé parallèlement à ça, vers l'an 2000, est arrivé les photographes, les téléphones. Alors, de ce coup, je dirais que moi, j'ai trouvé que c'était un peu moins dur parce que les gens. Alors, bien sûr, on voit bien que c'est pas la même chose, il y a un objectif et tout ça, mais tu profites un peu du portable des gens. Tu glisses entre deux portables et tu fais une photo. Il faut aller vite, et puis il faut sourire, et puis il faut être de bonne humeur, et effectivement, mais ça ne veut pas dire qu'il y a toujours, effectivement, des gens qui ne veulent pas se faire photographier, mais. Et ça arrive. Ça t'est arrivé, quoi. Bien sûr, bien sûr. Des gens qui te disent. Tu fais un petit signe, non, tu pars, tu dégages, tu restes pas. Des gens connus ou des gens anonymes? Ah, des gens anonymes. Des gens anonymes. Ah non, des gens connus, ça c'est autre chose, parce que les gens connus. Non, tu te présentes là, tu te présentes, puis tu vas leur dire, je voudrais faire une photo de vous, est-ce que, bon, voilà, en marchant, ou
Tu leur dis peut-être plus vivantes comme ça, tu leur essayes de leur vendre une photo dans l'action. Mais c'est vrai que moi je ne photographie pas, effectivement il y a des choses que je ne photographie pas, des enfants par exemple, des personnes âgées non plus. Mais si c'est une silhouette comme ça, c'est faux. C'est vrai qu'aujourd'hui, faire des photos à Paris, c'est difficile parce qu'il faut faire un peu de moitié de dos, il ne faut pas faire des faces, il ne faut pas faire des visages. Quoi. Chris Marker a fait des photos dans le métro avec un appareil. Oui, une montre. Oui, c'est pas des lunettes comme ça, oui, ça. C'est incroyable. C'est incroyable, mais est-ce que c'est utilisable socialement? Il a sorti au Japon, je crois, non? Non, dans le métro, pareil. Hein. Oui, non, mais il a édité au Japon. Ah oui, parce qu'en France, je ne suis pas sûr qu'il pourrait le faire. Enfin, comment? En Angleterre. En Angleterre. Ouais, Je ne trouve pas que ce soit son meilleur travail, personnellement. Enfin bon. Oui, c'est vraiment un appareil, il a acheté ça à Tokyo, un appareil clandestin. Vous faites des photos sans que personne ne sache que vous faites des photos. Il y en a aussi comme ça, il y a des trucs de cigarettes, il y a des briquets aussi, il y a des trucs comme ça qu'on peut acheter au Japon, comme ça, à Shinjuku. Et lui, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est un truc assez... Et c'est vrai que dans le métro, il a fait comme ça, et le problème, c'est un peu l'utilisation de ces photos. Quoi. Tu peux pas après... Là, il y a François Hébergance, il se cache parce qu'il est coquet ou parce que... Oui, il est coquet. Il est coquet. Il y a une photo de François, l'écrivain cinéaste d'ailleurs. Oui. François Hébergance, qui est mort il y a quelques années, mais ouais, il se cache. Il y a Jean Rouch aussi. Il y a Jean Rouch, oui, lui, il adore, il aimait bien se faire photographier. Et c'est lui qui m'avait demandé de venir devant la statue de Baldus. Voilà. Oui. Non, mais un jour j'aimerais bien ressortir. Oui, j'ai fait. Au début, quand j'avais 18-19 ans, c'était la seule chose qui. Le mot n'existait pas à l'époque de dire people, mais on faisait des fenêtres de cinéma. Les gens, tout le monde posait et tout. Souvent, au début, je travaillais au Rolleiflex et au Flash, quoi, de John Wayne à Brigitte Bardot, à Gina Lollobrigida, Sophia Loren, etc. Puis il y a des metteurs en scène aussi, des grands metteurs en scène de cinéma. J'ai fait ces photos. Elles sont... Il y en avait comme Bourvil, ils étaient presque une metteur en scène. Ils te disaient, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me souviens de Bourvil un jour. Il m'a dit, tu veux que je fasse quoi, Raymond? C'est un paysan lui aussi, comme toi. Oui. Et il me dit, il y a un gars qui fait sauter, il y a un photographe américain, je lui dis, qui fait sauter les gens, et c'est formidable. Ah bon? Fanzman. Il me dit, tiens, tu vois là-bas, il y a un radiateur. Je vais monter sur le radiateur, je vais sauter du radiateur et tu vas me faire une photo. Et alors, il n'y avait pas de lumière, et au flash, comme ça, j'ai lui qui saute du radiateur, comme ça. Et Jean Gamin, il était plus bougon. Mais même Brigitte Bardot, elle t'empruntait ton appareil, je me rappelle, heureusement j'en avais deux, parce qu'elle m'a dit, tiens, vous pouvez me prêter votre appareil, puis elle a commencé à faire des photos. J'avais un autre, heureusement, parce qu'il n'y avait plus d'appareil. Mais bon, c'était plutôt bon enfant, mais c'est vrai que les premières de cinéma, à cette époque-là, moi je me souviens, Champs-Élysées, on disait Raymond, il y a une première de, je sais pas quoi, un film avec Alain Delon, de Melville, je sais pas quoi. Et il y avait la garde républicaine. Delon descendait de la voiture avec une vedette, et tout le monde posait et faisait la photo, comme ça, en relais. Les photographes qui étaient de l'agence AFP, ils faisaient 3 photos, ils partaient développés. Et quand je suis revenu du service militaire, moi en 63, ça a terminé. Alain Delon arrivait, et c'était la bousculade. Et donc on était tous comme ça, à faire des photos, l'appareil au-dessus des épaules, à faire marche arrière comme ça, une bousculade énorme comme ça. Faire des photos très mauvaises, aucun intérêt. Et à marche arrière jusque dans la salle comme ça, et peut-être à faire une photo au flash comme ça, assis dans la salle avec Marie-Lucas Detmer ou je ne sais plus qui, peu importe, des vedettes comme ça. Et donc moi j'ai connu un tout petit peu, effectivement, où les vedettes posaient pour les photographes, qui étaient presque, moi j'ai pas connu, mais il y en avait encore qui avaient travaillé au speed graphique. En 59, il y en avait encore qui avaient des speed graphiques, avec l'ampoule là comme ça, et faire une photo comme ça. Et avec comme il y a eu
l'assassinat du tueur de Kennedy. Enfin, Oswald. C'est un photographe au speed graphique. Il y en avait encore peut-être là-bas dans le sud des États-Unis. Et il y en avait encore à Paris, il y avait des photographes, et il y a eu très longtemps des gens en réflexe. Et puis après, tout le monde est passé au 24 ensuite. Mais en ambiance, il n'y en avait pas beaucoup, bien sûr. Donc c'est vrai que le flash, ça c'est encore autre chose. Est-ce qu'il y a des questions en plusieurs, ou des commentaires, ou des barèmes de pardon? Sinon, on continue, attention. Il est interminable. Alors, qui moi, je peux... Déjà, bonsoir tout le monde. On a des micros. Pardon. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, monsieur Depardon. Tout d'abord, bien entendu, très touché par votre travail, que ce soit pour ce livre-là, puis les précédents, ainsi que les suivants que l'on va découvrir, je pense, avec beaucoup de plaisir. Je me permets la petite intervention pour vous poser cette question. Aujourd'hui, justement, par rapport à ce que vous avez pu vivre, vous, dans les années précédentes, notamment 60-70, quand on parle de la photographie, de street photographie sur Paris, justement, je reconnais qu'aujourd'hui, toutes les photos qu'on voit là, aujourd'hui, sont vraiment superbes aussi, parce qu'il y a des ambiances, des tenues, des véhicules, une ambiance qui est aussi très très photogénique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à Paris, quand on veut se lancer dans la photo de rue, un petit peu comme vous le faites, et que vous l'avez fait sur ce livre-là, c'est d'autant plus difficile que maintenant, malheureusement, il n'y a plus vraiment d'homogénéité. C'est vrai qu'au niveau des personnages qu'on peut être amené à croiser, que ce soit dans leur façon de s'habiller, ou même les véhicules, l'urbain, hormis dans certains quartiers où il est maintenant quasiment impossible d'aller photographier, puisque ça devient presque un peu dangereux si on est repéré. Je voulais savoir si vous, justement, encore aujourd'hui, il vous arrive de partir comme ça, les cas au bras, et de tenter de capter aussi, d'arriver à capter des images qui, esthétiquement parlant, je dirais, pourraient être aussi intéressantes comme ce que vous avez pu vivre dans les années 60, 70, 80. Oui, moi je crois, oui. Moi j'ai fait, par exemple, à la demande de France Télécom, Oui. la place Vendôme. La place Vendôme, c'était il y a une dizaine, une quinzaine d'années, je ne sais pas, ils voulaient installer la fibre, la première fibre. Ça ne s'appelait pas Orange, enfin c'était pareil. Bon. Et donc ils m'ont dit, voilà, on n'arrive pas à avoir les décideurs, les gens, tous les propriétaires, les décideurs, ceux qui sont propriétaires de la place Vendôme, on tombe sur des sociétés de prête-noms. Et on n'arrive pas à avoir les gens pour leur dire, voilà, on va vous équiper, vous êtes les premiers à Paris à avoir la fibre. Et la fibre, c'est formidable parce que vous avez le bascule, etc., etc. Et en fait, ils m'ont dit, il y a beaucoup de sociétés de bourse. Je dis, il y a le Ritz, et puis il y a surtout des joailliers, quoi. Non, il y a beaucoup de sociétés de bourse, et pour eux, ça va être fantastique. Mais on ne peut pas. On ne peut pas les joindre, et on n'arrive pas à les joindre, et quand on arrive, les lettres sont jetées, et on voit bien que personne ne nous répond. Donc on va faire un grand cocktail au Ritz, et on va les inviter, et on voudrait leur donner une plaquette. Et dans cette plaquette, il faudrait que vous fassiez des photos de la place Vendôme. Bon, pas facile comme ça, mais bon, je me suis lancé, j'ai dû passer 15 jours à la place Vendôme à faire des photos comme ça, comme un touriste. Bon, c'était pas très difficile non plus, voilà. Et alors il y a toujours effectivement un peu des gigolos qui viennent avec une jeune fille qui viennent lui acheter je sais pas quoi et qui se tiennent pas non plus à être très photographiés parce que voilà, ils veulent pas être photographiés. Il y a toujours plein d'histoires comme ça, et le couple illégitime ou je sais pas quoi, des gens, voilà. Donc il faut aller vite, il faut faire des photos, voilà, de loin un peu, mais sensibles, mais quand même des gens. J'ai fait des photos. Non, c'est simplement une volonté. Je pense que j'en ai bien conscience, en faisant ce livre, que c'est plus à la mode de faire ça, des photos de Paris, dans le métro. C'est peut-être ce que disait Serge, les réseaux sociaux, c'est peut-être quelque chose qui a... Voilà, on a changé, on a basculé, on est
On est dans un autre ère, dans une autre période, quoi. Si on fait une photo dans le métro, on la fait et on l'envoie tout de suite comme ça. Et du coup, faire des photos comme ça qui vont être développées, qui vont être dans un livre 3 ans après, ou dans une expo à la FNAC, et maintenant il n'y a plus de FNAC justement, ou à la Fondation Cartier-Bresson, ou ailleurs. Voilà, donc, d'ailleurs ces photos n'ont pas été exposées. Vous voyez, ça montre bien qu'il y a peut-être 20 ans, ces photos auraient été exposées. Sans doute à la FNAC, ou dans un autre magasin, ou dans un lieu comme ça, je sais pas, à la Défense, ou j'en sais rien. Et donc... Ça fait la rareté de ton livre. Oui, ça fait la rareté de mon livre. Rareté. Donc on est dans quelque chose, effectivement... Non, je pense qu'il y a toujours des photos formidables à faire. Oui, certainement. Merci Merci pour votre réponse, dans tous les cas. J'avais une petite Monsieur question. au fond. Pardon. Oh, non, allez-y. Vous avez le micro? Non, juste là. J'en profite, il était pas loin. Bonsoir tout le monde, bonsoir et merci à vous, c'est un plaisir d'être ici. J'avais une question, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur la peur de prendre des photos dans la rue. En street photo, ça a changé un petit peu votre perception de la photo. Est-ce que concrètement, ça a changé quelque chose derrière dans votre prise de vue? Le fait d'avoir changé vos habitudes, d'avoir pris des inconnus dans la rue? Ah oui, bien sûr. Derrière, ça a changé un peu la perspective. Ah bah oui, parce que moi, quand j'arrivais quelque part, je mettais mon appareil en bandoulière et puis je faisais des photos et tout le monde s'écartait ou tout le monde faisait pour moi. Oui, bien sûr. Ou même au Bangladesh, dans des camps de réfugiés, dans des camps de la misère. Tout le monde souffre, tout le monde, ou des combattants, tout le monde monte son fusil. Moi, j'avais passé 10 ans de ma vie à jamais me dissimuler, à faire des photos comme ça. On m'attendait, voilà, presque. Et tout le monde me remerciait. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient de la communication, mais c'était pas pourtant Internet à l'époque. C'était quelque chose qui faisait pour exister, Voilà. Et puis il y avait des gens des ONG, déjà les premières ONG comme ça, qui nous faisaient venir un peu comme ça dans des camps de réfugiés. Je me rappelle de Médecins sans frontières, comme ça, au Bangladesh, voilà. La photo témoignait, quoi. Oui, bien sûr. Et puis, je rencontrais, un petit peu cette période-là on partait faire des rebelles, on partait faire voilà, tout. Et puis il y avait la visite de la reine Elisabeth, tout ça, et on était accrédités, voilà. Moi, j'ai commencé à faire des photos, voilà, c'est peut-être en Éthiopie. Alors l'Éthiopie, pour dire, c'est un pays formidable. Pour ça, parce que l'image n'est pas du tout interdite. Elle est talisman. Ça vient du roi Salomon. C'est une vieille tradition. Et ils ont, qu'est-ce que c'est un rouleau? C'est un petit rouleau dans un petit étui en métal où il y a toute la vie de la famille. Comme nous, on a des photos dans notre portefeuille de nos enfants, de nos grands-parents. Et donc, ils ont dessiné, ils ont demandé à un dessinateur des dessins de leur grand-père, de leur père, de leurs enfants, etc., de leur vie familiale. Et ils l'ont roulé comme ça, et ça porte chance. C'est un talisman. Et de les avoir sur soi, ça porte chance. Je pense que ça vient de là, d'ailleurs, que nous ayons aussi, sur nous, les photos des gens qui nous sont chers. Ça vient du Salomon, tout ça. Ça vient de l'Éthiopie. Tout vient de l'Éthiopie, n'importe comment. C'était les tops là-bas. Ils étaient très en avance. Et quand tu fais des photos, il n'y a pas d'agressivité. C'est pas agressif, quoi. Donc c'est vrai que un truc qui est complètement insensé, c'est la route historique. C'est quoi là? Donc les Italiens sont restés 4 ans. Et comme on connaît les Italiens, ils ont fait 600 km de bitume, du nord au sud, comme ça. Et puis ils sont repartis, ils ont été virés. Et alors, d'accord, ok. Et bien si, c'est important, parce que tous les villages, alors ça c'est complètement fou, parce que j'y croyais pas, moi, mes yeux, mais j'ai compris des voyages et des voyages et des voyages. Ils vont dans un autre village, ils passent par la route goudronnée, parce qu'ils aiment bien. Ils ont un cage, ils ont du bois, 3 tonnes de bois sur eux, comme ça, et sur le goudron, ils sont contents comme ça.
Et ils font 500 mètres sur le goudron pour pouvoir redescendre dans la vallée, comme ça. Donc tu vois toute la population qui passe là sur le goudron. Moi, je me suis tombé en panne, tu mets 15 jours pour remonter, pour faire ça. Tellement tu fais des photos. Ils sont tous là, et puis tu fais des photos, ils marchent, et puis ils se posent pas. Ils posent pas, ils s'arrêtent pas, quoi. Donc là, c'est vraiment, ça décomplexe, voilà, de faire des photos comme ça. C'est pas tout à fait le cas, effectivement, dans l'Afrique francophone, ou dans d'autres Afriques, où, effectivement, c'est plus dur, quoi. C'est plus dur de faire des photos. Bon, voilà, c'est dur. Alors, même moi qui ai pourtant beaucoup fait de guerre avec les Toubous, des fois j'ai crapahuté avec eux. Alors je sens qu'il y a quelqu'un qui leur dit en Toubou, non, c'est un ami, quoi. Mais je vois bien qu'il y a un réflexe quand même déjà un peu plus anti-blanc, quoi. Voilà. C'est déjà plus entretenu, quoi. Mais bon, voilà, en tous les cas, non, il faut continuer à faire des photos. Oui. Monsieur. Bonsoir, merci beaucoup. Moi j'avais une question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les contrastes et sur la dureté des tirages, en disant que finalement vous étiez d'accord avec les contrastes forts, et dans le même temps que Paris vous semblait moins dur aujourd'hui qu'auparavant. Et je me demandais si votre regard photographique avait évolué et s'il est aujourd'hui plus doux, ou si c'est quelque chose qui dépend du contexte, ou si c'est quelque chose de complètement différent encore. Moi, je crois que je n'ai pas changé. Vraiment, j'ai toujours la Trix à 200 hasards. Donc, elle est à 400 hasards. Donc, les bons développements, effectivement, c'est important. Il y a 2-3 gars qui développent bien. C'est vrai que j'ai un peu rejoint la théorie Cartier-Bresson, parce que lui, il est développé dans du microdol. Vraiment, microdol, c'est quand même un révélateur que tu finis ton développement au bout de la sensibilité, quoi. Si tu es sous-ex, tu es mal barré. Mais il avait raison parce que c'est très doux. C'est un révélateur très tendre. On le voit sur ces photos quand elles sont bien imprimées, bien tirées. Chez Genoux en Suisse, là, pour voir. Et tu vois, il n'y a pas de, c'est pas manichéen. Moi, effectivement, je suis plus manichéen, je suis plus dur comme ça. Mais lui, ça a été aussi peut-être un phénomène militant, sa douceur, voilà, c'est autre chose. Non, je pense, ça dépend qu'est-ce que je fais. Je suis très doux sur l'Afrique et sur le tiers-monde, le quart-monde. Je suis assez doux. Parce que je fais attention, je prends de la plus X même aussi, comme lui, comme Henri, ou comme d'autres. Voilà, j'ai sous-développé la plus X, c'est magnifique. En Éthiopie, effectivement, je n'ai pas besoin d'être contrasté. C'est plutôt ça. C'est une question de lumière ou pas du tout, hein? C'est une question de lumière ou pas du tout? C'est une question de lumière, c'est aussi une question de... Les Africains, il faut effectivement bien prendre... C'est dur, hein, au point de vue du développement, quoi, au développement film. Il faut au départ prendre un film, il faut une très bonne optique aussi. C'est vrai que j'ai un 50 mm, il vaut 9 000 euros. Quoi. Là, il est à Pau, je sais pas quoi. Là. Voilà. Et le M7, il est fantastique, il se fait plus, mais il faut vraiment en trouver encore, parce qu'il a la prévalence la plus rapide. Tu appuies, comme les numériques. L'autre fois, il y a un gars de l'IB qui est venu me photographier, j'ai dit, j'ai le M7, il est aussi rapide que le tien. Non, c'est impossible. Il était foudrage. Il voulait que le numérique soit plus rapide que l'argentique. C'est vrai que c'est le seul qu'ils ont fait avant de passer en numérique. Ils ont fait un argentique qui est aussi rapide que le numérique. Le numérique est très très rapide. Il a une prévalence, ça s'appelle une prévalence. Le mot. T'appuies, et ils ont calculé, quand t'appuies, la photo se fait. Donc c'est des tierces de seconde, voilà, en laboratoire, ils se sont calculés. Mais non, et c'est vrai que si tu vas en Afrique, t'as pas, enfin, tu peux prendre de la Trix, au contraire, parce qu'elle est très bonne, parce qu'elle est douce comme ça. Et bien sûr, ça dépend ce que tu veux faire. Il y a des gens qui font des photos, voilà, et ça dépend un petit peu, mais il faut un peu. Moi, je suis nul en labo, mais j'ai fait quand même du labo comme ça. J'ai compris, et puis je fais très attention au développement. Je fais très attention aussi à la douceur. Peut-être que mon regard a changé. C'est-à-dire que
quand je vais aux États-Unis, je profite du développement américain, quoi. Moi, j'ai vu la chambre, là, j'ai pas fini encore. C'est une merveille de merveille. L'eau et les pH neutres. Alors, j'ai trouvé le Chronopost, le Chronopost américain. C'est un FedEx grand. Il ne passe pas au rayon X. Donc, de partout aux États-Unis, tu vas chez FedEx et tu lui dis FedEx Grand. Et c'est des camions qui roulent toute la nuit en direction de New York. Voilà, même depuis la Californie, de partout. Et parce que si tu fais FedEx normal, c'est comme Chronopost et ça passe au rayon X. Donc là, les films, il ne faut pas les faire passer. Et il a développé à New York, dans l'eau américaine de New York, elle est très très bonne. Elle est pH neutre. Alors là, bon, je sais qu'en France, il y a des gens qui développent en Volvic un peu, mais elle est très calcaire. Et elle n'est pas bonne pour l'eau. Elle n'est pas bonne pour nous, quoi. Mais bon, voilà, elle n'est pas bonne pour... Il faut faire quand même des photos. Donc c'est vrai que si je vais au Tchad et je fais des photos, parce que je rentre à Paris, et je ne peux pas aller à New York, je vais quand même pas... J'avais regardé un jour. J'aménage New York, ça c'est un peu cher quand même. Il y avait un vol. Le vol, le Paname 001, qui tournait tous les jours, qui faisait le tour de la Terre dans le sens comme ça de l'équateur. Le Paname 001. C'est un vide, il partait de New York, il allait sur l'Afrique, l'Asie, etc. Il retournait comme ça. Alors bon, mais ça, il fallait... Voilà, je vous conseille, mais je ne sais pas s'il existe toujours, le Paname 001. Et plus la Paname. Ouais, le Paname. Si, ça existe. Il n'y a plus. Non. Il Il reste une dernière question. Oui. Je vous en prie. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais dire que j'étais très heureuse d'être tombée là par hasard, parce que vous êtes une très grande inspiration pour moi. Je n'entends pas très bien. Merci. On n'entend pas. Ah oui, ok. Le son est très beau. Oui, allez. Allô? Oui, on m'entend? Ok. Donc je voulais dire que j'étais très heureuse d'être tombée là par hasard, parce que vous êtes une très grande inspiration pour moi. On n'entend pas ce que je dis? Si, ça va. Vous êtes passé par hasard, c'est ça? Oui, par hasard. On peut se rapprocher, je sais pas. Peut-être que je peux parler comme ça. Oui, Avancez. Approchez-vous. C'est un problème de son. C'est pas votre voix. Allez-y. Avec le micro quand même. Allez-y. Bonjour à tous. Je voulais dire que j'étais très heureuse d'être tombée là par hasard, parce que vous êtes une très grande inspiration pour moi. Donc voilà, déjà merci. Et donc ma question c'était, dans votre travail, est-ce que vous sentez une différence entre photographier des inconnus ou des personnes que vous connaissez déjà, et si vous avez une préférence? Là, c'est une vraie question. Ben, c'est-à-dire que, en fait, j'essaierai de photographier les gens que je connais comme des inconnus. Parce que c'est évident. C'est évident que la photo, quand on bouge, ça m'est arrivé comme ça, moi, d'être bougé, de bouger, de poser pour un photographe de Progrès de Lyon, je ne sais pas quoi. Et je sais que la photo ne sera pas bonne, parce que c'est pas très intéressant comme ça. Je suis sur une chaise ou je sais pas quoi. Et c'est vrai que si j'ai le temps, si c'est possible, et s'il y a une action qui se permet que je visite comme ça, en montrant mes photos, comme ça, en parlant, en marchant, je préfère une photo comme ça dans l'action. J'ai l'impression que donc de voler, une photo volée, je trouve que c'est plus intéressant. Saisie, enfin, tous les volets, je fais exprès de prendre ce mot voler, mais en fait c'est saisi un peu dans l'action, comme ça. Et je trouve que c'est mieux. Et c'est vrai que, bon, ça m'est arrivé comme tout le monde de poser, voilà, de photographier quelqu'un qui te regarde, etc. Et bien sûr, c'est une photographie. Mais c'est vrai que le regard caméra, alors c'est pour ça que j'en viens un peu au fait que je suis cinéaste. Le regard caméra, c'est pas bien. C'est interdit. Voilà.
C'est-à-dire que quand tu es là depuis 3 mois dans un genre les urgences, à l'Hôtel Dieu, et que tu t'es vraiment bien, tu connais tout, ton emplacement, vraiment, physiquement, t'es avec Claudine, avec la perche, et elle aussi, elle ne regarde pas les gens qu'elle perche. Parce que les gens cherchent du regard, ils disent quelque chose à l'infirmière ou à l'infirmier en disant « Aidez-moi, aidez-moi, je souffre ». Donc là, toi, tu dois rester derrière ta caméra et Claudine, sa perche, elle ne regarde pas les gens. Parce que sinon, elle va te prendre à témoin. Et moi, le plan, il est foutu. Si cette personne regarde Claudine, je l'ai fait une fois dans le film d'ailleurs, j'ai fait un panneau sur Claudine. Pour montrer que cette personne s'adressait à Claudine. Et c'était comme ça. Parce qu'elle disait, voilà, c'était une scène très très pathétique comme ça. Voilà. Et donc, le regard caméra, c'est annule un peu, entre guillemets, annule. Si vous voulez, on sait bien qu'on est là, on sait bien qu'on bouge, on recule, etc. Je veux dire, on n'a pas, dans certaines situations, on n'a pas à être là. Voilà, on est le cinéma direct, comme on appelle le cinéma direct, et donc celui aussi de la photographie, ce qu'on pourrait appeler la photographie directe, c'est-à-dire celle d'Eugène Richard, de William Eugene Smith. Encore que William Eugene Smith, c'est un peu spécial, mais c'est de la photo directe, voilà. Donc, des photographes du Vietnam, des photographes d'aujourd'hui, des photographes social, intéressants, et ils n'aiment pas non plus le regard caméra, quoi. Le regard caméra peut annuler. Alors, bon, bien sûr, je comprends très bien que quelqu'un avec qui tu te regarde, et ça l'empêche, bon, bien sûr. Mais ça, c'est une autre photo, c'est une photo plus portraitiste, c'est autre chose. Mais nous qui venons de la photographie d'instantané, du social, plus de civilisation, voilà, une photo que... je pense que c'est vrai que dans le métro, voilà, je sais pas, ou dans une manifestation, quoi, ou dans des choses comme ça, ou dans la rue, quelqu'un qui marche, il vaut mieux que le regard n'est pas interdit, mais je veux dire, c'est vrai qu'une bonne photo, c'est pas un regard. Voilà. On a toujours un peu quelques scrupules à interrompre Raymond Depardot quand il parle de la photographie ou du cinéma. Mais je voudrais vous remercier vraiment tous les deux pour cette passionnante discussion pleine d'intelligence et une vraie forte intelligence de la photographie. C'est toujours vraiment un plaisir d'écouter Raymond Depardot. Merci pour vos questions. De passer à la signature du livre Entre-temps qui se fera juste à côté de la librairie. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.